Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef consacré aujourd'hui à Akram Benallal. Ce chef, ça fait longtemps que je l'observe. Il y a une quinzaine d'années, c'était une figure de la nouvelle scène, une promesse dont le tout Paris parlait, puis, comme beaucoup, il a fait face à de nombreuses crises, s'est réinventé sur plusieurs adresses dans plusieurs pays et je voulais depuis longtemps justement connaître la mécanique du chef dont on ne prononce souvent que le prénom, Akram. C'est le nom de son restaurant d'ailleurs, son prénom donc, qu'il avance modestement comme s'il invitait tout le monde à le considérer simplement. Si vous cherchez la signification d'Akram, vous tomberez sur noble et généreux. Et je vais vous laisser trancher par vous-même et voir à l'écoute de cet épisode si cela lui convient. Ce qui est sûr, c'est que vous allez découvrir l'histoire d'un homme qui très jeune a dû endosser une lourde responsabilité, qui très tôt a dû prendre une place dans sa famille tout en trouvant la sienne dans le monde professionnel. Et c'est la cuisine qui a permis à Akram Benallal de se déployer. Pour cet épisode, j'ai été assisté au montage et à la réalisation par Thomas Ladonne. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je vous laisse maintenant partir du côté d'Oran, découvrir comment s'est dessinée une vocation. Je vous laisse entendre la place que peut avoir dans une vie une maman. Et puis tiens, petit spoiler, cet épisode il est intéressant car ce chef-là n'a pas peur d'être entrepreneur et vous verrez que dans les dernières années, il a beaucoup réfléchi à la manière dont il pouvait faire évoluer la pratique de son métier. Allez, il est temps maintenant de découvrir l'histoire d'Akram Benallal. Je suis né en France et j'ai grandi en Algérie. Quand j'étais tout petit, j'étais en Algérie et je suis arrivé en France en 94. Arrivé en France, pourquoi ? Parce que en fait, c'était l'époque du terrorisme de 86 à 94 et du coup c'était aussi pour fuir ce qui se passait, le climat qu'il y avait à cette époque-là. Au même moment, mon père en fait avait abandonné ma mère quand j'avais 11 ans. Du coup, j'ai dû arrêter l'école, j'ai dû commencer à travailler, mais sans jamais me plaindre, parce que je crois que c'est grâce à ça aussi, c'est ce qui m'a construit avec l'âge, avec le temps, cette résilience absolue que j'ai eue depuis tout petit, qui me sert aujourd'hui beaucoup. Je parle de Akram d'avant et d'Akram maintenant, et au final, tout est lié. En fait, j'étais pas malheureux, j'ai une enfance, j'étais très heureux, j'avais mes amis, on jouait dehors, j'étais toujours dans les jupons de ma mère parce que la seule chose qu'elle avait comme moyen aussi de nous transmettre de l'amour, c'était par la cuisine. Donc j'ai toujours vu une femme très forte qui assumait ses responsabilités, qui n'a jamais fui ses responsabilités, qui faisait tout pour qu'on soit heureux. Alors elle le transmettait par la cuisine, par l'amour, par le bonheur. Malgré qu'on voyait, moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'était quand j'étais petit, je voyais ma mère vendre ses habits, les meubles, je voyais la maison petit à petit tout disparaître. Parce qu'elle était seule pour vous ? Elle était seule, oui, ouais, avec ma sœur et mon frère. Mais finalement, j'ai été directement mis le leader, comme le leader de la famille. Donc je voulais vraiment assumer ce rôle de côté paternel vis-à-vis de ma sœur, de mon frère, même de ma mère, de montrer que voilà, j'étais un homme. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des petits boulots à droite à gauche. Et je peux vous poser une question ? Oui. Vous avez parlé de la cuisine. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme souvenir autour de cette thématique à cet âge-là ? Parce que vous dites que c'est un vecteur d'amour pour votre mère, forcément, c'est souvent le cas. Vous vous rappelez de quoi de ce moment-là en il y a termes plein de de cuisine ? choses. Plein de choses. Il y a aussi bien, je pourrais vous parler de la soupe de vermicelle au lait, comme je pourrais vous parler des plats qu'elle nous faisait, par exemple, elle nous faisait des tagines qui étaient cuits avec des macaronis. Elle nous faisait
Elle nous faisait aussi des soupes. Une soupe que j'adore, c'est la chorba, ça je peux en manger quasiment toute la casserole. Voilà, donc elle faisait des plats comme ça. C'était hyper, ouais, c'était très bon et on mangeait beaucoup de sardines parce que Oran, en fait, c'est une ville un peu comme Marseille, c'est-à-dire que c'est une cuisine très méditerranéenne, donc il y a beaucoup de poissons, beaucoup de grillades, beaucoup de choses comme ça. Mais au-delà de la cuisine, c'est les odeurs, c'est les images. Vous savez, Oran, il y a un écran magnifique, ce bleu azur, il est juste incroyable. Cette Méditerranée calme, complexe, et en même temps, on pourrait s'y perdre presque à la regarder. Et vous voyez Santa Cruz, l'odeur du jasmin, des orangers quand ça commence à être un peu l'été, les feuilles de figuier. Donc tout ça, ça fait partie intégrale de mes souvenirs. Parce que dès le départ, j'étais très sensible à l'odorat, à la cuisine de rue aussi. Par exemple, la karantika, qui est un plat mythique d'Oran, où j'allais souvent. Il y a un quartier là-bas, un quartier très populaire à Oran, où ils font justement cette karantika, elle est servie juste sur une demi-baguette. C'est un flan de pois chiche, flan qui sort chaud, un flan un peu liquide. On mettait ça au milieu de la baguette avec du sel, du cumin et un verre de citronnade. Voilà, c'était ce que je mangeais quasiment 2-3 fois par semaine, quoi. On adorait ça, quoi. Puis alors après, on avait beaucoup de petites carrioles comme ça avec des amandes grillées, des cacahuètes grillées. Ça fait pas mal de saveurs, hein, tout ça. Ouais, beaucoup de saveurs, mais ce qui me sert aujourd'hui, parce que finalement, voilà, on garde toujours une trace de son enfance. Et c'est vrai que moi, la chance que j'ai eue, c'est que ma mère a toujours cuisiné pour nous. C'est-à-dire voilà, on rentrait le midi, on avait à manger, quoi. Et l'après-midi, par exemple, on allait acheter la mona. La mona, c'est cette fameuse brioche avec des zestes d'orange et de la fleur d'oranger. Ou sinon, le sfenj. Le sfenj, c'est des beignets qui sont frits, très très bons, exceptionnels. Puis c'est une pâte qui est hyper liquide. Et ils arrivent à faire comme un donut au final. Donc c'est très aérien parce qu'ils mettent de la levure. Donc c'est une pâte un peu fermentée. C'est délicieux, quoi. Vous allez avancer comment, vous, dans votre enfance? Vous vous projetez comment à ce moment-là? Vous envisagez un avenir? Est-ce que vous avez des envies, des rêves? J'ai toujours été un grand rêveur. Je le suis toujours. J'avais une revanche, pas une revanche malsaine, hein, mais plus pour essayer de m'en sortir et essayer de, justement, comme quand on est patriarche, justement, un peu d'une famille, quand on n'a plus de père, on prend ce rôle-là, donc on a les épaules larges tout de suite, très jeune, très petit. Donc j'ai tout de suite assumé qui j'étais, sans me poser de questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on est petit et qu'on doit se... C'est montrer qu'on peut compter sur vous. Moi, je me retourne, j'ai personne, quoi. Enfin, j'ai ma famille, mais ils comptent sur moi, et tant mieux. Mais c'est une bonne énergie, parce que du coup, ça me pousse à toujours me battre, etc., pour y arriver. Et en même temps, c'est même pas se battre, c'est faire... Regardez, le fait que il y a ça me pousse à encore aller plus loin dans ce que je suis, dans l'homme que je suis devenu, dans le cuisinier que je suis devenu aujourd'hui. Donc vous voyez, ça vous pousse. Finalement, on a besoin de ça. On a besoin de c'est pas un stress. Hein. Oui, c'était très précoce. Bien sûr, c'était très précoce. Mais c'est la plus belle des écoles. Vous savez, parce que c'est des valeurs que j'inculque beaucoup à mes enfants. Ils ont pas forcément la même enfance que moi, et je ne veux pas qu'ils aient la même enfance que moi. Par contre, ce que je peux leur donner le plus au monde, c'est vraiment les valeurs.
Et ces valeurs-là, ça peut pas se retranscrire à leur dire non mais il faut que tu travailles, moi j'ai travaillé plus que toi. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est de leur expliquer un état d'esprit, comment faut se comporter dans une société, comment faut être le rapport entre une sœur et un frère, une mère, une famille, des amis. Donc tout ça c'est hyper important pour pas qu'il y ait de fracture là-dessus, et de leur montrer aussi qu'il faut être solidaires les uns aux autres. Et c'est comme ça que moi je conçois en tout cas la vie. Je le suis comme ça pour ma famille, je le suis aussi comme ça pour mes amis. Donc pour moi c'est très important, et je crois que, comme je vous disais, dans un monde il y a une vraie fracture sociale, c'est que tout le monde est devenu un peu trop égoïste et pas assez bienveillant l'un envers l'autre. Et c'est peut-être pour ça que peut-être aussi, après derrière, c'est toute une philosophie, et cette philosophie c'est un peu ce que j'inculque à mes équipes. Parce que ça va au-delà de ma famille. Donc forcément, ça contamine aussi l'esprit d'équipe, l'esprit du management, etc., etc. Cette période, elle va se transformer en quoi quand on arrive, quand on grandit un petit peu? L'adolescence, c'est aussi un âge où on doit faire des choix. Donc là, on arrive en France. Oui. C'est ça? On arrive en France, exactement. J'arrive exactement à Amboise. J'ai toujours su que je voulais être cuisinier, finalement. Parce que, en fait, ce que je vous expliquais, c'est que j'avais un rapport très fort avec ma mère. D'abord, j'étais toujours fasciné par ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle touchait comme ingrédient, elle arrivait à le transformer. Et je sais pas, je trouvais nourrir les gens, c'était un acte d'amour sincère. Et c'était aussi à ma manière, comme j'aurais pu être un artiste, comme j'aurais pu être, je sais pas, peindre ou faire de la musique. Hein. C'est un peu la même chose. En réalité, c'est une question de sensibilité. Et j'avais une sensibilité extrême, et je me suis dit, tiens, je vais faire cuisinier. Ma mère me parlait toujours des grands chefs. Et quand je suis arrivé en France, à Amboise, on me dit, ouais, tu peux aller au lycée hôtelier de Tours. Bon, moi j'arrive, et on me prend pas, parce qu'en fait, j'avais pas de bulletin scolaire. Et donc je dis, ben comment je peux faire pour avoir un diplôme, quoi. Pour moi, j'étais focus diplôme. Ils me disent, ben la seule manière que tu as à faire, c'est de faire un apprentissage. Mais pour avoir un apprentissage, il faut que tu aies un patron avant. Du coup, j'ai commencé à regarder, et je tombe à Monet sur un restaurant. C'était un routier sur la Nationale 10. Je rentre dans le routier et je me présente, et il décide de me dire, ok, d'accord, tu commences lundi. Et je sors de là. Attendez, à quel âge? Et ben là, j'avais 14 ans, c'était un pré-apprentissage. Ouais. C'est un vrai truc d'aller à 14 ans, ah, oui, taper à la porte. Oui, mais c'était comme, mais bon, mais c'était pas, en fait, finalement, non, parce que j'étais déjà, comme je vous l'expliquais, j'ai tout de suite été adulte, quoi. Et finalement, ça m'a permis aussi de d'assumer toutes ces choses-là. Mais la différence, elle se sent dès là. Parce que c'est pas facile à 14 ans d'aller de prendre l'information, de se dire après qu'il faut aller chercher, qu'il faut taper à la porte et bonjour. Bien sûr, mais ça c'était avec ma mère aussi qui était vachement avec moi, et elle m'accompagnait à chaque fois. Je sors du rendez-vous, donc c'est parce que c'est elle qui m'a accompagné. Et là, elle me regarde, elle m'a laissé partir tout seul. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle m'attendait dans le parking, et c'était moi qui faisais l'entretien. Vous voyez, c'était pas genre elle venait avec moi et elle me présentait. Non, elle me laissait aller à l'entretien tout seul. Voilà. Et là, je sors, elle me dit non, mais ça c'est pas un grand restaurant, il n'y a pas de nappe blanche, il n'y a pas de moquette. Donc finalement, j'ai dû trouver un grand restaurant qui était le restaurant de la Poste à Moulineuf, chez Thierry Poidras. Et c'est là que j'ai commencé mon apprentissage. Voilà. Alors cet apprentissage, il a été très essentiel à ma vie, parce que c'était mes débuts. Les débuts, on a plein de doutes parce qu'on ne sait pas, et parce que c'est un métier, je dirais pas dur. Souvent on le qualifie de métier qui est dur. J'aime pas quand on dit c'est un métier dur. Non, c'est pas un métier dur, c'est un métier de passion. On dit oui, mais vous travaillez beaucoup, mais pas du tout. Moi j'ai toujours trouvé une passion dans ce métier. Vous travaillez beaucoup, c'est un fait quand même. Oui, mais le mot travailler, en fait, c'est pas travailler. Quand on a une passion, c'est pas un travail. Finalement, on se réveille tous les matins, on est heureux de faire ce qu'on fait. Et à cette époque-là, j'avais démarré dans ce restaurant, et ce chef vraiment a été un point clé dans toute ma carrière après. Parce que au bout de 3 mois, j'ai décidé de ne pas y aller. Je sais pas pourquoi. J'ai eu un
un petit coup de down, quoi, et je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller. Je me sentais plus capable de rêver ce que j'avais pensé dans ma tête. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et là, effectivement, il prend sa voiture et il vient me chercher. À l'époque, on habitait à Château-Renaud. Il fait 40 km, 40 bornes. Il vient voir ma mère, il dit, il peut pas arrêter, il a trop de talent, il faut qu'il continue. Au bout de 3 mois, il avait vu que je travaillais bien, quoi. Et du coup, je suis reparti avec lui. Et depuis ce jour, j'ai pu arrêter ce métier. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes rentré? Parce que là, pour le coup, vous rentrez tout de suite dans une sphère, c'est le principe, professionnelle. Oui. Avec des professionnels, des techniques, une hiérarchie, des codes que vous ne maîtrisez pas. Vous vous dites quoi au début? Justement, peut-être avant que ce petit coup de down arrive. Qu'est-ce que vous observez? Les débuts ne m'ont pas fait peur, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai toujours fait plus que les autres. C'est comme ça. C'est dans ma nature, de toute façon. Ni par rapport aux origines, ni quoi que ce soit. Je suis conditionné comme ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est toujours pousser. Donc, quand, par exemple, en cuisine, on démarrait tous à 9h. Moi, j'arrivais à 7h. Je réceptionnais la marchandise, quitte à faire sonner l'alarme, d'accord, que j'éteignais après, je faisais toute la mise en place. C'est-à-dire que le matin, ce que je voulais, c'était que le chef n'ait aucun reproche à me dire. Il me disait, est-ce que tu as fait les carottes tournées? Avant, on faisait les carottes tournées, les navets tournés, on préparait le poisson aussi, etc. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que le matin, ça me permettait aussi de préparer le poisson. Et il était très étonné d'arriver le matin, et il dit, non, mais ça s'est fait. Il a dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, j'anticipais. J'avais mon carnet, je notais tout, j'avais le répertoire d'Escoffier. Et la chose que je lui avais demandé à l'époque, c'était si je pouvais rester l'après-midi en plus. Et il m'avait répondu pourquoi faire. Et je lui ai dit, écoutez, je voudrais utiliser quelques ingrédients et je voudrais m'entraîner à faire du chocolat, des pâtes sucrées, des pâtes feuilletées, des pâtes brisées. Le monde de la pâtisserie me plaisait énormément. Du coup, alors il m'avait pas dit non, il m'a dit vas-y, il y a pas de problème. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais le service jusqu'à 15h. Ensuite de 15h à 18h, je restais, je m'entraînais en pâtisserie. Voilà, et je finissais, il était minuit, je montais dans la chambre au-dessus et je redescendais en bas. Et quand c'était le week-end, je partais le dimanche soir, je partais à Tours. Le lundi, j'allais au CFA, au centre d'apprentissage. Et le vendredi soir, je finissais à 18h. C'est que je prenais le train et je faisais du stop pour y aller. J'avais une conscience professionnelle. Pour moi, c'était pas logique que je puisse rester le week-end à la maison. Pour moi, c'était d'aller là-bas, d'être avec les équipes, etc., etc. Il y avait mais ça fait partie de mes valeurs aussi. Vous voyez? Donc tout vient, comme on parlait dès le début, de l'enfance et de ce qu'on vous a inculqué comme valeur. C'est la fiabilité. Vous êtes quelqu'un sur qui on compte, en fait. Bien sûr. Vous voulez vous positionner dans cette... Oui, mais complètement. Mais parce que, voilà, je pense que c'est pas, vous savez, des fois la vie, elle est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas, je suis ni le premier ni le dernier à le dire, et c'est pas quand on est en bas qu'il faut justement voir les gens et critiquer que ce qui vont pas. Et il faut aussi saluer les hauts, les bas, et moi j'ai une constance surtout dans ma vie. J'ai jamais fait de up ou de down. Justement, je suis très constant, mais après c'est vrai que pouvoir compter sur moi, c'est aussi un rôle que j'ai depuis toujours, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est un rôle de grand frère, un rôle de père, un rôle de chef. Et de chef aussi, et de chef d'entreprise, parce que finalement, voilà, tout est lié. Et par la suite, je décide de faire une mention complémentaire en pâtisserie. Ça me plaisait la pâtisserie. Je me suis dit, bon, ok, j'ai eu mon CAP de cuisine avec mention, etc. Et là, je fais une demande à La Roche-le-Roi. C'était mon premier restaurant étoilé. Et là, j'ai senti le niveau, quoi. Je suis arrivé, je me rappellerai toujours. Le chef s'appelait Alain Couturier. Et c'était un restaurant qui avait une étoile Michelin à Saint-Avertin à Tours. La cuisine était impeccable, tout le monde c'était une grosse brigade. Nous, au restaurant de la Poste qui était à Bouilly-Neuf, on était 4, donc c'était très petit. Et là, j'arrive, il y a 2 en pâtisserie, ils sont quasiment 10 en cuisine, je crois, avec des apprentis. Et là, tout le monde avec des toques, oui chef. Là, on rentre vraiment on se dit ouais, là c'est autre chose, quoi, avec les cloches et tout.
J'étais émerveillé, je regardais le truc, j'étais oh c'est quoi ça. C'était dingue quoi. Et là du coup je fais mon pré-apprentissage dans cette belle maison pendant 1 an. Mention complémentaire en pâtisserie avec Bruno Dubois qui était le chef pâtissier, un grand talent qui m'a beaucoup appris comment maîtriser la matière, du pain, du chocolat, des soufflés, parce qu'on faisait un soufflé au Grand Marnier, c'était quand on loupait un, le chef le faisait savoir, hein, parce que là il fallait attendre encore 10 minutes que le client et tout. Donc il y avait cette espèce de rigueur incroyable que j'ai adoré, mais vraiment adoré. C'est cette discipline, c'est là on est comme si on était en Formule 1 quoi. C'est-à-dire que tout est millimétré, détaillé, parce qu'on veut que le service se passe bien, qu'il y ait vraiment que ça roule quoi, que ça soit huilé. Donc je fais 1 an là-bas et par la suite, donc je pars, je viens à Paris en 99. Qu'est-ce qui vous décide à venir? L'ambition, l'envie, l'idée que ça se passe ici? Oui, ça se passait ici. Et moi, de mon époque, en 99, 98, c'était vraiment la grande époque. Il y avait quand même beaucoup de très grandes tables, très belles tables. Bon, comme aujourd'hui, mais différentes. Il y avait beaucoup d'étoilés. Il y avait pas mal de grands chefs. Je crois que j'ai écrit à tous les 2 et 3 étoiles. Et de mémoire, il y en avait beaucoup. Parce que je me rappelle, j'avais fait des lettres et je crois que j'en avais écrit 50. Et je fais un entretien. Donc, non, j'en fais 3. J'en fais un à la Tour d'Argent. J'en fais un au Relais Louis XIII chez Manuel Martinez. Je fais un autre chez Pierre Gagnère. Et donc, je décide de travailler avec monsieur Pierre Gagnère. Quand je suis arrivé chez Pierre Gagnère, la première chose que j'ai faite après l'entretien, il m'avait mis en pâtisserie et j'avais juste regardé en fait ce qui sortait. Il voulait que je goûte, que je vois, et je me rappellerai toujours. Et je dis souvent, ça a été ma plus grosse claque de ma vie. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie, quoi. J'ai vu une signature, un génie. Je voyais en cuisine. Enfin, c'était fou cette créativité débordante qu'il avait. Ça m'a fait vraiment un déclic, quoi. C'est dur à décrire ça, parce que ça passe par quoi? Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous rappelez? C'est quoi? À mon âge, j'avais 19 ans, donc en fait, ça m'avait bousculé. Sans le savoir, je savais qu'il fallait que je crée mon identité à cette époque-là. Je me suis dit, mais en fait, un jour, faut que je sois comme ça. Faut que j'écrive ma propre cuisine. Auteur. Exactement, oui, auteur, avec une cuisine, Pierre Gagnère, vous mettez 10 assiettes, la sienne, vous la reconnaissez tout de suite, quoi. Vous voyez? Donc, il fallait que je fasse quelque chose que je devienne un peu dans ce style-là. Donc, mais c'est normal, à 19 ans, on se cherche. Et là, ça m'avait vraiment bousculé. C'est comme une maison de haute couture. On est face à une cuisine qui est totalement différente et le mot instinct prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il y a une telle créativité débordante qu'en réalité, et moi j'ai toujours dit, c'est ce qu'on cherche d'un cuisinier, c'est cette prise de risque constante. Ce n'est pas cette des fois c'est vrai qu'on essaye de dire oh non mais on prend pas de risque, c'est comme ça. Et cette prise de risque, moi c'est ça que j'aime. Et tout de suite ça avait fait un déclic quoi. Donc et ça m'a beaucoup servi après. Donc je travaille chez lui et par la suite donc, il me propose d'aller chez Soliveres, Alain Soliveres qui était à l'Élysée Vernay. Et à l'Élysée Vernay en fait il me propose parce que il était sur un consulting au Luxembourg pour un nouveau lieu et il cherchait un chef pâtissier. Moi j'étais tout jeune et du coup je me suis dit alors je voyais que le salaire était très attrayant, je vous cache pas, et puis là ce que je fais c'est que je décide de partir chef pâtissier à 20 ans au restaurant qui s'appelait l'Opium à Luxembourg. Et là encore une fois je suis tombé, ma vie a toujours été des rencontres exceptionnelles. Je pense que c'est des ponts en fait qui font que ça vous emmène là où vous devez aller.
cette place de chef pâtissier. Mhm. Donc l'Opium, c'était un restaurant. Donc là, je tombe sur ce propriétaire qui est au Luxembourg, Nico Lanter, qui est un homme formidable, grand monsieur. Et il m'adorait parce que voilà, je lui faisais toujours des pâtisseries pour lui parce qu'il adorait le sucré. Et on ouvre ce restaurant qui était un restaurant un peu style Bouddha Bar. C'est-à-dire qu'il y avait une partie cuisine française et une partie cuisine chinoise et japonaise. C'était la grande époque, le Man Ray, le Barfly, le Bouddha Bar, qu'on a connu. Ouais, le début des années 2000. Ouais, c'était ça, hein, c'était la cantine, etc., etc. Du coup, je travaille là-bas pendant quasiment 1 an. Et au bout d'un an, en fait, il s'est passé l'impensable. C'est que je me retrouve à la tête du restaurant. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvaient plus de chef. Le chef, il est parti, etc. Ils ont essayé de le remplacer, ça marchait pas. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je me retrouve en tant que chef de cet établissement. Et du métier finalement de pâtissier, je suis revenu au métier de cuisinier. Cuisine. Et là, donc, je reprends tout. Et là, encore une fois, on revient à la même chose. C'est que ne vous inquiétez pas, les gars, vous pouvez compter sur moi. À l'époque, il y avait, en plus, ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait une rangée où ils parlaient tous que anglais ou chinois. Et il y avait donc la partie où ils parlaient français. Mais donc, il fallait coordonner. Ouais. En cuisine, vous savez, quand il faut envoyer les plats, ce que vous cuisez au wok, c'est pas la même chose que quand vous cuisez un filet de bœuf Rossini dans la partie de la cuisine française. Donc, il fallait tout anticiper, quoi. On faisait 180 couverts. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, le volume. Moi, je montrais que j'étais là. Et finalement, ça a super bien fonctionné. Donc, ce poste a duré pendant 2 ans. Entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. Et je suis retourné en pâtisserie. C'est-à-dire que vous avez cette expérience-là, ce volume, vous prenez tout en charge, ça monte, il y a cette intensité-là, et vous faites stop. Ouais, j'ai arrêté. J'avais dit au propriétaire à l'époque, j'avais 23 ans, je lui ai dit je veux voir d'autres choses. Et donc, moi, j'avais soif d'apprendre. Je voulais bosser chez Oberweis. Oberweis, c'est la pâtisserie extraordinaire du Luxembourg. Je suis resté pendant 6 mois chez Oberweis. Et là, j'ai appris ce que c'était en fait la connaissance du volume, le savoir-faire, mais à grande échelle, et avec une intelligence de savoir-faire incroyable. C'est-à-dire que à la fin, quand vous faisiez par exemple une rangée de 100 gâteaux, c'était pesé au gramme. C'est-à-dire qu'à la fin, il restait plus rien. Il restait une cuillère pour goûter, quoi. C'est tout. Donc c'était hyper bien fait. Et par la suite, je décide de partir et je suis parti du coup un jour en Espagne. Et là, c'était en 2004. C'était en pleine explosion de El Bulli. Et je dis putain, c'est mon rêve de travailler chez El Bulli. Et là, j'envoie un mail à justement au restaurant El Bulli. Et j'explique, je dis voilà, écoutez, je suis jeune chef, j'ai travaillé là. Et j'aimerais demain, voilà, ça sera ma dernière expérience chez un chef et j'aimerais que ça se finisse chez vous. 2 jours après, il fallait que j'aille me présenter à 13h en cuisine. Mais là, je me suis pas posé de questions, j'ai dit très bien, j'y serai. Je suis parti, j'arrive là-bas 13h en cuisine, je sais même pas où j'allais me loger, je me suis même pas posé de questions. Quand j'arrive dans ce lieu, moi je dis toujours c'est la NASA de la cuisine. Puis il faut le remettre dans le contexte, c'est un temple. Quand on a commencé à parler de meilleurs restaurants du monde, c'était à peu près à cette époque-là. Et 97. Voilà. Donc El Bulli, là, est la première adresse qui est connue de la planète entière. Ça n'existait pas avant. Hein. Ça n'existait pas, mais en fait, il fallait qu'il y ait quelqu'un comme lui. Parce qu'il aura marqué l'histoire de la cuisine. Et ce que j'ai trouvé quand même d'assez exceptionnel, si vous voulez, ça a été cette diversité qu'il y avait en cuisine. C'était donc on était tous stagiaires et on venait du monde entier.
Et en fait, ça nous a aidé à grandir et peut-être à comprendre aussi des technicités que peut-être nous n'aurions jamais eu cette audace de le faire si on n'avait pas fait preuve d'imagination, mais au-delà de ça, de prise de risque. Et je reviens toujours à ça. Comment ça se termine? Comment on dit au revoir à une période qui, j'imagine, est mythique, emblématique? Moi, je voulais rester, mais si vous voulez, à l'époque, vous savez, moi, j'ai travaillé là, on travaillait là-bas, mais on n'était pas payé. On travaillait pour apprendre. Et moi, c'était normal. Moi, j'attendais rien. Enfin, si c'était aujourd'hui, on paierait pour avoir on va dire, ces conseils, pour apprendre ces techniques et tout ça. Ce que les gens font aujourd'hui, c'est qu'ils payent pour avoir ces techniques. Moi, j'étais là-bas, j'étais gratuit, ok, très bien, mais j'ai appris énormément, quoi. J'ai 24 ans, et si c'était à refaire, je referais demain, quoi. Par la suite, je suis retourné à Tours, donc là où j'ai grandi, et je voulais avoir une place de chef. Je prends une place de chef dans un château golf, le château des 7 Tours. Vous savez, quand on sort de chez El Bulli, ce qui est très drôle, c'est que on est tous gonflés, quoi, à la El Bulli Power, quoi. Donc du coup, on veut révolutionner. Moi, je suis arrivé, j'ai fait rentrer de l'azote liquide et tout. Courcelles de Touraine, où on voit quand même beaucoup plus de lièvres et de cerfs passer que de clients. Il faut dire la vérité. Donc c'était un golf. Et moi, bon, j'arrive, il y avait cette véranda, je me rappelle toujours, il y avait des sets de table en papier, du beurre président. Et c'est vrai que les propriétaires à l'époque me faisaient confiance. Je leur ai dit, voilà, moi j'arrive. Par contre, moi j'ai envie de faire un gastro. J'ai envie de faire quelque chose, d'essayer de faire revenir les clients, etc. Ils ont été vachement... Ils m'ont vachement soutenu, mais ils m'ont laissé carte blanche, quoi. C'est-à-dire que j'allais acheter des vases, je les pendouillais en l'air, je faisais des trucs. J'avais pris un tonneau, je l'avais peint en noir et rouge. J'avais fait un trou au milieu, donc je faisais des glaces à l'azote devant le client. Ça perturbait les clients. Ils venaient là, ils disaient, mais il sort d'où? C'est un ovni. Et beaucoup de clients ne comprenaient pas à cette époque. J'avais 25 ans et c'était un âge où j'avais besoin de me prouver. Je faisais pas forcément ma cuisine et je m'étais un peu perdu là-dedans dans cette cuisine moléculaire où j'étais persuadé qu'en fait c'était ça qu'il fallait faire, etc., etc. Alors que pas du tout, parce que j'écrivais pas mon histoire, mais j'écrivais celle de Ferran Adrià. Et de manière assez démonstrative en plus, j'imagine. À cet âge-là, on veut montrer, on veut montrer tout ça. Et c'est normal, c'était un passage obligatoire. Donc je suis passé par là. Et un jour, donc je me retrouve là où j'ai eu vraiment le déclic. C'était un jour où j'ai eu un client. Je lui fais une sélection de 15 plats. Et au milieu du repas, je leur fais une tomate cœur de bœuf qui a été ramassée dans le jardin, qui était mûre à souhait, qui était frottée à la vanille avec une liqueur d'huile d'olive, truc le plus simple. À la fin du repas, les clients m'ont parlé plus de la tomate que du reste. Et c'est là que j'ai compris que j'étais totalement en tort et qu'il fallait pas que j'aille dans cette direction, mais il fallait plus que j'aille dans cette direction et me trouver, me chercher et me trouver. Et du coup, j'ai commencé à peaufiner. Qu'est-ce qu'on fait là? On est pur? On réfléchit? On est pur, c'est qu'on va plus le bon produit, le bon assaisonnement, la bonne température, et on essaye ce qu'on dit simple, mais simple ne veut pas dire facile, hein. Mais c'est d'aller au plus juste, quoi. Faire un très bon beurre blanc avec un bar, c'est délicieux quand c'est bien fait, quoi. Je veux dire, voilà, au moins on est dans une vérité absolue, et j'écris ma cuisine. Je me suis mis chez moi, j'ai pris une grosse ardoise et j'ai pris toutes les trames, toutes les choses. Et j'ai commencé à me dire, ok, je vais essayer de travailler les associations. Comment je vais arriver à trouver des associations? Donc j'ai pris une matrix. Cette matrix, c'est tous les goûts que j'ai goûtés, enfin tous les produits que j'ai goûtés, pardon. Et je me suis dit, mais il faut que je m'entraîne encore. Et s'entraîner, c'était comment? C'était par exemple, vous prenez un carré de chocolat blanc, vous prenez un morceau d'olive noire,
les deux, bam, ça marche quoi. Je prenais du céleri, je prenais un peu de café, et je waouh, ça marche. Et du coup, je m'entraînais tous les jours en cuisine. Donc là, vous créez un petit laboratoire personnel, là vous rentrez dans la recherche. Que je faisais. Donc je me suis dit, il faut que je me construise cette matrix de goût pour que demain, quand je pense à un plat, je sais à l'avance le goût qu'il va avoir. Et entre-temps, donc je m'étais associé avec les propriétaires du château. On avait ouvert un restaurant à Tours qui n'a malheureusement pas tenu. Malgré tous les efforts que j'avais mis, toute l'énergie, j'avais ma mère qui était venue faire la plonge, ma sœur qui était là aussi à m'aider en cuisine. Ouais. Mais c'était parce que vous voyez, cette résilience finalement, vous prenez chaque problème. Pas lâcher. Ouais, puis vous prenez pas ça comme un problème. Vous dites non, mais je vais y arriver quoi. Entre-temps, j'ai eu donc 2 frères qui sont venus me voir. Et qui m'ont demandé de leur faire du consulting dans un hôtel rue de l'Arbre Sec. C'était pour leur faire la carte et leur placer un chef. Et au final, j'ai dû déposer. Et du coup, je leur ai dit, vous savez quoi, le chef finalement, ça va être moi. Donc là, du coup, je me retrouve à Paris. J'avais plus rien. C'était en 2011. Et là, donc, je commence à travailler dans cet endroit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à cette époque, j'avais eu la chance de pouvoir recevoir à l'époque, avant de fermer le restaurant à Tours, j'avais reçu le Goemio. Et en fait, le Goemio voulait me décerner le prix de Grande Demain. Donc, il me cherchait partout. Je reçois un appel, je me rappelle toujours. C'était en septembre. Et là, Patricia Alexandre me dit, voilà, Akram, j'espère que tu vas bien, on t'a cherché partout. J'ai dû appeler Olivier Arlot à Tours pour qu'il me donne ton numéro de portable, etc., etc. Où es-tu? J'ai dit, je suis à Paris, malheureusement, comme tu sais, j'ai dû fermer le restaurant. Maintenant, je suis à Paris, quoi. Et là, elle me dit très bien et tout. Elle me dit, voilà, on voulait te décerner le prix de Grande Demain. Oh, je dis, putain, incroyable et tout. Et là, mais je lui dis, mais par contre, j'ai plus de restaurant à Tours. Elle me dit, non, mais on te le donne à toi, quoi. Du coup, derrière, ça s'est enchaîné. Il y a eu plein d'articles. Ouais. Plein d'articles. Ah oui, c'était un super tremplin. Là, franchement, voilà. C'est donc, bien d'avoir un prix à l'ouverture de... Ah non, mais c'était incroyable. Non, mais ma vie, c'est que ça. Parce que, vous savez, je pense que quand vous êtes rempli de bienveillance et vous y croyez toujours au fond de vous, je vous assure, tout vient. Ça revient. Mais vraiment. Mais les moments les plus durs sont forcément les plus intéressants. Parce que c'est là que vous construisez une histoire. C'est non pas être hargneux ou en colère par rapport à ce qui vous arrive. Non, au contraire, c'est de vous dire, c'est une chance finalement. Ça vous mène quelque part. Là, vous êtes à un truc charnière quand même. Vous avez réfléchi, vous avez certainement un petit peu affiné votre vision, ce que vous êtes, ça commence à se dessiner. Vous arrivez à Paris, nouvelle adresse, un prix. Un prix. 2 mois après, je reçois un appel d'un monsieur qui avait des restaurants à Paris. Il me dit, je voulais juste vous voir. Bon, parce que j'ai des restaurants, je veux m'en séparer, etc., etc. Donc j'arrive dans ce restaurant qui était rue Lauriston. Et là, il me dit, écoutez, j'ai ce restaurant, je voudrais que vous le récupériez, ça peut être bien pour vous, j'ai vu ce que vous faites, c'est incroyable, etc., etc. Je dis, oui, mais très bien, mais sauf que moi, j'ai pas d'argent, quoi. Et là, il me dit, mais non, mais je vous fais crédit vendeur. Oh. Du coup, je dis, ok, très bien. J'ai même pas réfléchi. Crédit vendeur, je lui serre la main, on se retrouve chez le notaire. Par contre, j'avais mis des conditions comme quoi j'allais le payer 3 mois après l'ouverture du restaurant. Il m'a dit, ok. Parce que je voulais me faire un peu de trésor et tout ça. C'est pas beaucoup, 3 mois. Non, c'est pas beaucoup, mais j'étais sûr de moi parce que je me suis dit, au moins, j'aurais 1 mois d'exploitation. Ça me permet, j'étais tout seul en cuisine, j'avais un serveur et un plongeur. On était 3. Donc, je me suis dit, ça va. Et donc là, on ouvre. Et là, au début, un peu difficile parce que forcément, personne ne me connaissait à Paris. Mais grâce à la presse, les revues de presse que j'avais eues à l'époque, en étant Grande Demain, ça m'a aidé justement à avoir un peu de clientèle et petit à petit, puis à chaque fois qu'il venait, donc j'ai laissé de bouche à oreille. Puis un peu, moi j'ai ouvert un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que moi j'ai ouvert sans trésorerie, sans rien, le tiroir caisse était vide. C'était le premier client qui rentrait, ce qu'il y avait dedans et on tournait avec quoi. C'était comme ça. Et franchement, c'était magnifique parce que justement les
les plus belles histoires se font comme ça, en règle générale. Parce que du coup, quand vous faites bien, quand vous êtes honnête avec les prix, etc., donc les gens viennent vous voir. Puis je communiquais beaucoup aussi à l'époque sur Facebook. Là, on est en quoi? En 2011 à peu près? C'était en 2011, ouais, c'est ça. Ouais. 2011. Donc j'ai démarré comme ça, et effectivement, le restaurant au bout de 3 mois était plein. On avait une liste d'attente de folie. Moi, je me souviens de cette époque. Voilà. Je me souviens qu'on parlait de vous. Beaucoup sur la scène parisienne. Et par la suite, du coup, l'année d'après, paf, je chope une étoile. Incroyable. C'était fou. C'était dingue. Vraiment, j'en revenais pas, quoi. En fait, Vous y aviez pensé à ça ou pas? Non, pas du tout. En fait, on n'avait pas ouvert le restaurant pour ça. Je me suis jamais dit que j'allais ouvrir le restaurant pour avoir une étoile. Et c'est ça qui est beau. C'est d'autant plus appréciable. Parce que quand vous travaillez pas pour ça, mais que vous travaillez parce que vous aimez ce que vous faites et que vous faites bien votre travail et que vous aimez bien faire, les étoiles, elles viennent, généralement. Mais c'est plus on les attend, plus on peut être déçu. Voilà. Et moi, je peux vous dire, parce que, donc, 2012, une étoile, 2014, deuxième étoile, ok? Donc là, voilà. Quand vous avez ces étoiles, ces 2 étoiles, comment vous le prenez? Qu'est-ce que vous vous dites? Et à quoi, à ce moment-là, ressemble votre cuisine? Parce que si les étoiles vous trouvent, c'est que à ce moment-là, vous êtes certainement trouvé vous-même. À ce moment-là, oui, j'avais fait une cuisine hyper singulière. J'avais créé l'ananas, d'ailleurs, qui est toujours l'ananas noir au charbon. Je travaille beaucoup le noir, donc l'ananas au charbon, le homard en bouteille. Moi, j'ai jamais copié qui que ce soit. Je pars toujours d'une feuille blanche. Même ici, ce restaurant, il se veut aujourd'hui plus un incubateur, presque un cabinet de curiosité, je dirais même. Je mets mes idées en œuvre avec mes équipes pour essayer de faire des choses qu'on voit pas, quoi. J'aimerais pas qu'on vienne chez moi, qu'on me dise ça, on l'a vu quelque part, ou ça, on l'a vu quelque part. Mais moi, ça fait des années de travail. Toujours, l'être humain est une belle pierre qui se sculpte, mais c'est vrai. Je me suis sculpté toute ma vie à essayer de me chercher, de me comprendre, d'essayer de trouver ma cuisine, quoi. Et au même moment, j'avais considéré qu'un chef devait créer des concepts, parce que dans mon idée, dans ma vision que j'avais, je me suis dit, il y a trop de concepts qui s'ouvrent à Londres, etc. Mais en tout cas, à cette époque-là, en 2014, donc, je décide d'ouvrir les ateliers Vivanda, qui était un franc succès. On a ouvert 3 à Paris. Alors, c'est quoi le concept? Alors, le concept, c'était viande et pommes de terre. Voilà, je suis parti là-dessus. Et je voulais qu'on mange sur des bio. C'est tout. Et c'était tout petit. Les gens adoraient. Je voyais des personnes venir en moto de fourrure. Ça sentait la bidoche. Ils sortaient de là, ça. Mais ils étaient tous contents. Ils me disaient, c'est pas grave, ça valait le coup. Donc, ils revenaient à chaque fois. Et moi, j'avais honte. Je dis, je suis désolé, vraiment. Je sais que ça sent la fumée, etc., de la viande et tout. Mais les gens adoraient. Et j'avais fait une formule qui était intelligente. C'est qu'on faisait une entrée, un plat, un dessert à 35 €. Avec un morceau de viande au choix. Et les pommes de terre, donc j'avais revisité, je refusais de faire des frites, donc j'avais fait des pommes dauphines. On faisait des pommes dauphines à la cuillère, on faisait des gratins dauphinois, donc tout ce qui était tourné autour de la pomme de terre et des salades. Parce que je me suis dit, le meilleur accompagnement de la viande, c'est la salade et les pommes de terre. Donc là, on a un double étoilé qui se lance et dit, moi je vais vous faire de la viande, des pommes de terre et de la salade. Voilà, exactement, ouais. C'était ça. Des concepts. Après, j'ai commencé à faire des madeleines. Après, j'ai fait un bar à fromage et vin. En fait, j'étais quelqu'un qui, comme je vous ai dit, mes rêves, ça a toujours été de bien faire et j'avais pensé à cette époque-là que je pouvais peut-être créer cette rue, la rue Lauriston, avec plein de mes restaurants concepts que je pouvais derrière dupliquer à l'international. Est-ce que ça fait pas beaucoup à ce moment-là? Parce qu'on a l'impression que ça va très vite, là. Alors, je vais vous dire, non, ça ne faisait pas beaucoup. Par contre, j'étais mal structuré. Parce que quand vous avez toutes ces ambitions et ces rêves que vous voulez faire, il faut que vous soyez entouré. Et moi, je faisais tout seul. Et c'était pas possible. Et c'est là que j'ai appris qu'il fallait que je m'entoure d'un très bon directeur financier, un directeur de projet, un directeur d'exploitation, et mettre des gens qui vont développer les marques. Et finalement, mais à l'époque, je ne savais pas, je comprenais pas. Moi, je suis cuisinier, j'ai fait ça à l'instinct. Après, il y avait l'époque dans laquelle j'avais ouvert. Pas oublier que c'était 2014. 2015, bon, les attentats à Paris.
forcément grosse chute de chiffre d'affaires, pas de trésorerie, et du coup j'ai dû fermer, donc pas mal d'établissements, mais les fermer à contre-cœur malheureusement, en sachant que ce qui est très bien, c'est que aucun des salariés n'a été mis au chômage ou quoi que ce soit. Je les ai tous replacés ou ils sont revenus travailler. Parce que pour moi, c'est des valeurs aussi très humaines, très importantes. C'est une drôle de période ça quand même, parce que quand on se retrouve à avoir monté et qu'il y a une euphorie, j'imagine qu'à un moment il y a eu une euphorie là, les madeleines, les trucs, franchement ça aurait cartonné. Le problème c'est que c'est 2015 j'ouvre, j'étais à mon 3e, je me rappellerai toujours, c'était mon 3e Vivanda que j'ouvrais, c'était en plus dans le Marais, rue des Archives. Au même moment, bon, il y a eu le Bataclan, etc. Et là, ça a été quand même très très dur, très difficile. Très difficile parce que pas de clientèle. On était dans un climat quand même très morose. Et par la suite, ça s'est enchaîné avec les gilets jaunes, les grèves. Et puis après, bien évidemment, il y a eu le Covid. Après le Covid, on a eu tout ce qui se passe en ce moment avec bien évidemment ces guerres, etc., l'insécurité, etc. Il y a toujours un truc, ça fait depuis ce que je disais 2015. Il y a un petit tunnel, ouais. À déstabiliser une économie qui était stable. C'est pas stable, c'est très irrégulier. Mais du coup, j'ai décidé de refermer et je me suis dit ok, maintenant je vais me repositionner. Donc il faut le restaurant Akram et il faut que je crée un concept qui soit dans tout ce que j'ai appris de mon expérience à l'époque, de tout ce que j'ai appris, de le mettre que dans un seul lieu. Et j'ai créé Shirvan. Donc là, on recentre, on fait la synthèse, on essaie de on se recentre. Exactement, on se recentre, on se dit ok, qu'est-ce que j'ai appris, comment je peux faire et tout ça. Ça fait partie de la maturité aussi. Et du coup, je dis ok, je vais faire un concept qui est facilement duplicable. Ah oui, pardon, parce qu'à l'époque, quand j'avais ouvert les concepts, j'avais commencé à exporter les concepts à l'étranger. J'avais ouvert le restaurant Akram avec une étoile à Hong Kong. J'avais ouvert un atelier Vivanda à Hong Kong, 2 restaurants à Manille et un club privé que j'avais ouvert en consulting aussi à Shanghai. Mais tous ces lieux-là, à la même époque, entre 2015 et 2018, j'ai connu donc par exemple les attentats. Ensuite, il y a eu à Hong Kong, vous savez, les protestants. Donc on a dû fermer, renoncer. Shanghai, c'était pareil. Ça a commencé à devenir de plus en plus difficile. Mais c'était vachement bien parce que c'est très enrichissant. Je pense qu'on apprend de ça et on a des histoires à raconter aussi. Et c'est pour ça que derrière, en fait, quand j'ai eu cette opportunité d'ouvrir le restaurant Shirvan, je me suis dit, ce concept, il faut que je l'imagine, je le pense et je prends toute mon expérience de l'international et de mon expérience en France pour faire un concept duplicable. Et donc, j'ai imaginé cette cuisine de la route de la soie. Alors, pourquoi la route de la soie? Parce que je me suis dit, il faut créer un lien qui soit plus citoyen du monde, avec une cuisine qui soit plus conceptuelle, facile, sharing, avec un bar, les lumières, etc., etc. Donc je me suis dit voilà, il faut que je fasse ce concept qui soit facilement duplicable et facilement duplicable, ça voulait dire que ça ne soit pas un fine dining. Et du coup le Shirvan voilà est né il y a maintenant bientôt 7 ans. Ce restaurant, je le voulais un restaurant qui me ressemble surtout, qui soit à mon image. C'était de créer des nouvelles saveurs. Et quand je disais facilement duplicable, c'était de dire ok, si vous êtes à Marrakech, vous allez avoir les mêmes plats qu'à Paris. C'est identifiable. Si vous allez à Doha, si vous allez au Koweït, si vous allez à Dubaï ou si vous allez dans n'importe quel pays dans le monde, il faut que ça soit lisible partout, ça soit la même chose. C'est ce qu'on appelle la consistency. Et la seule manière de le faire, c'était de créer des recettes qui soient duplicables partout dans le monde, où l'on trouve des produits partout dans le monde. C'est plus, on va dire, cuisine de partage. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que j'ai grandi en fait. C'était de mettre tout au milieu de la table et on se partage. D'ailleurs, c'est la grande mode aujourd'hui. Tout le monde veut aujourd'hui. Les gens, ils préfèrent prendre 4 ou 5 entrées à partager. Et on prend plus aujourd'hui son assiette elle-même. On est là. Ici, c'est différent. L'expérience client au restaurant Akram, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on vient, on rentre dans un lieu où en fait on est absorbé par l'expérience client de A à Z, de l'entrée jusqu'à la sortie.
Le Shirvan, c'est différent. Le Shirvan, ce que je voulais, c'était que ce soit un restaurant où on peut y venir 3 fois par semaine, par exemple. Plus accessible, moins complexe. Plus accessible, moins complexe. Un truc à vivre. Venir boire un verre, beaucoup plus addictif, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc le Shirvan, donc ça se joue. Après, on a ouvert, on a eu un bon succès. Après, on ouvre à Marrakech, au Mandara oriental. On a ouvert aussi à Doha et Koweït cette année aussi. Voilà. Donc c'était pas bête ce petit concept de. Non. Et puis il a vraiment je pense qu'il a un bel avenir parce que j'ai pas voulu aller trop vite non plus. Si on fait des choses trop complexes, trop compliquées, le client ne comprend pas. Donc il fallait que, comme vous avez dit tout à l'heure, essayer d'embrasser le monde. Et pour ça, il faut faire. Moi, je suis quelqu'un d'hyper curieux. Je voyage beaucoup. Je suis tout le temps en mouvement, essayer de comprendre, de chercher, et même des fois je mange avec mes amis, je leur dis alors qu'est-ce que t'en as pensé, dis-moi, et je note tout. Ah oui, je pose vraiment des questions comme ça, quoi, parce que j'aime bien comprendre, quoi. Et c'est comme ça aussi qu'on évolue intellectuellement, parce qu'on se dit des fois on fait sa cuisine pour soi, mais en fait grave erreur, on ne cuisine pas pour soi, on cuisine pour les autres. Vous avez un double profil quand même, parce qu'il y a des chefs qui ont des étoiles, qui mettent du temps à les obtenir, dont c'est un objectif de vie parfois, ils s'investissent beaucoup dans une maison. Vous avez aussi un profil d'entrepreneur, c'est-à-dire que vous êtes capable à la fois de vous dire tiens, je vais m'amuser, entre guillemets, parce que à créer un concept qui n'aura pas d'autres prétentions que celle du partage, de rassembler, et à côté de ça je vais avoir mes laboratoires, comme on est ici, ou comme on l'était avant chez vous dans ce restaurant doublement étoilé, où vous allez proposer une cuisine de recherche. Donc il y a quand même deux profils. Il y a deux profils, mais parce que le monde change aujourd'hui, vous savez. Tous les chefs ne font pas ça. Tous les chefs ne disent pas je vais à côté entreprendre et. Oui, pas tous, mais moi j'encourage beaucoup. Je donne beaucoup de conseils à beaucoup de mes confrères et ils savent très bien que je serai toujours là pour. Je leur ferai gagner du temps parce que j'ai fait des erreurs avant tout le monde. Et comme on dit, pour apprendre, ça coûte cher. Moi, je pense pas qu'on vit dans la même époque qu'avant. Et ça, faut se le dire. On a une concurrence aujourd'hui qui est déloyale, qui est même hyper agressif, notamment par tous ces nouveaux visages qui arrivent, qui n'ont jamais fait de la restauration, mais qui font de la restauration, qui ont complètement changé. On parle de quoi? Des gens qui viennent d'autres secteurs et qui ouvrent des concepts, qui ont fait des écoles de commerce, qui sont brillants. Moi, j'adore parce que j'ai plein de copains à moi, justement, qui font. Et moi, j'aime bien qu'ils m'expliquent un petit peu. Ils sont hyper smart, quoi. Mais c'est vrai que. Et je leur dis, c'est un peu injuste parce que finalement, et ils sont d'accord avec moi, parce qu'un artisan, quand il a du talent, faut au contraire l'encourager. Et je trouve que voilà, mais lui n'a pas les codes. Et eux, ils ont les codes de ce que les clients veulent aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que j'aime apprendre chez eux. Par exemple, ils vont dire, bon, bah non, mais les clients aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de la musique, c'est des beaux lieux, dessinés par tel architecte, etc., etc., etc. Et au final, bon, ok, d'accord, alors ils mettent tout dans la déco, tout dans la musique, mais rien dans la food. Donc au final, c'est gênant pour l'instant. Oui, c'est gênant, mais n'empêche que leur lieu ne désemplit pas. Ils sont à des prix quand même qui sont équivalent à des 1 étoile à Paris. Et donc, c'est très difficile pour nous de se frayer un chemin là-dedans. Ouais. Et il y en a de plus en plus. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment nous, un chef qui a de l'expérience, qui ne peut pas mal faire son travail, c'est impossible. Impossible. Un chef ne peut pas mal faire ou ne pas être concerné par les produits qu'il va acheter ou cuisiner avec amour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est lui qui devrait avoir plus de mérite. Et aujourd'hui, je vois que c'est de plus en plus dur. Donc la diversification, c'est aussi une manière de proposer, de rester... Diversifier son talent. Le diversifier comment? Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'ouverture, énormément d'investissements qui sont faits à l'étranger dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Donc ils ont besoin d'avoir du talent. Ils veulent du talent parce que ils veulent mettre des chefs qui vont gérer des hôtels, des restaurants, etc., etc., ou de créer des concepts. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'un chef aujourd'hui qui est installé, qui a sa maison,
qui est un restaurant étoilé, par exemple, il se dit, ok, d'accord, ben moi, je vais me diversifier. Il a le droit, demain, d'avoir 1 ou 2 ou 3 adresses à l'étranger, ou même 10 adresses, s'il arrive à les gérer. Why not, quoi? Ça va pas faire de lui quelqu'un, au contraire. J'ai l'impression que, en fait, plus vous ouvrez à l'étranger, on est plus... on va plus vous reprocher d'en faire trop, alors que c'est plus légitime de diversifier son savoir-faire que de rester là et d'attendre et de voir que son restaurant, il y a de moins en moins de clients, que de voir qu'il y a des concurrents de partout qui vous attaquent de partout, de voir que le télétravail, ça n'existait pas à l'époque. Nous, on n'a pas connu les 30 Glorieuses. C'est pas vrai. Vous voyez, moi, j'aurais adoré ouvrir mon restaurant tous les jours, avoir mon restaurant plein, midi et soir, 365 jours par an. Les temps sont difficiles et si on n'a pas cette audace de trouver des solutions, parce que là, encore une fois, quand on est chef de cuisine et quand on est en plus son propre patron, ben on joue un rôle de père de famille. Donc on se dit ouais, moi j'ai des salariés, donc je suis obligé de faire des revenus à côté pour justement aider mon entreprise à se stabiliser. Parce que c'est pas avec le gastro qu'on gagne de l'argent, c'est pas vrai. Vous voyez. Si on n'est pas adossé à, par exemple, à des gros groupes pour un chef, c'est très difficile. Ou sinon ça va. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de chef de cuisine autonome, entrepreneur par lui-même. Ça veut dire qu'il faudra toujours qu'il bosse pour quelqu'un, mais non en fait. C'est le prix de l'autonomie. C'est le prix de l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est quoi? C'est d'avoir un seul lieu. C'est sa maison de création, sa maison de signature, un peu comme les maisons de haute couture. Et à côté, il fait du prêt-à-porter et on vient le chercher pour son talent. Ouais, ok, d'accord. T'es bon dans quoi? Ok, dans ça. Et ben vas-y, on va créer un concept ensemble. Et c'est ce que j'essaye de faire tout le temps. Et vraiment, des fois, par exemple, quand on propose des choses, et moi j'adore proposer mes confrères. Je dis non mais bosse avec lui il va le faire. Il est très bon, tu verras. Et à chaque fois ils se sont pas trompés quoi. Et ça, et là encore une fois, on revient aussi à une bienveillance parce que je pense que dans ma génération à moi qui a 40 ans, je sais que c'est difficile et parce que j'ai vécu la même chose qu'eux. Et c'est très difficile. Et si on n'a pas ce tact de s'envoyer la balle, bah finalement, qu'est-ce qui va rester quoi? Chacun va bosser dans son coin et personne va penser à l'autre. Et finalement, mais ça fait partie de moi aussi. Hein. Je vous écoute et je me dis déjà, je pense un peu à Alain Ducasse. Et puis aussi, je me dis tiens, c'est marrant, c'est une forme de parrain bienveillant. Non, mais on est obligé. Ça, c'est en train de trop s'accélérer. J'en parle souvent avec Ducasse justement là-dessus. Et c'est vrai. Et quand je vois, par exemple, aujourd'hui que vous ayez 1 étoile, 2 étoiles ou même 3 étoiles, ça va pas vous faire plus de chiffre d'affaires. C'est pas vrai. Oui, 1 an ou mais après directement. Et moi, je puis il faut sais. Maintenir. C'est petit à petit. Faut maintenir. Et puis la clientèle aujourd'hui bouge. Elle zappe la clientèle. Ouais. Découvre elle va pas venir 10 ans de suite faire dans des endroits 3 étoiles. qui soient mode. Vous vous rendez compte? À l'époque, quand on démarrait, quand on venait en cuisine, le chef, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait sa cuisine, il faisait sa popote, il recevait ses clients, et c'est tout, quoi. Il y avait pas de PR. Aujourd'hui, on est obligé d'être très bon chef. On est obligé de parler anglais, d'être bien sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., etc. En fait, ça fait trop pour un homme. Il faut être un surhomme, quoi. Et donc, comment voulez-vous vous concentrer sur l'essentiel? Donc, alors oui, il faut déléguer, bien évidemment, mais il faut pas avoir peur aussi de pouvoir entreprendre et saisir des chances, des opportunités qu'on peut venir vous demander. Moi, je vois, j'ai des confrères qui m'appellent quand ils ont un doute. Ah, on m'a proposé ça, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, fonce, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que ça va te coûter? Ça va te coûter un peu de temps, mais tu vas faire quelque chose et tu vas rendre service à l'hôtelier et tu vas rendre service aussi aux clients qui vont être à l'hôtel. Et du coup, ces clients qui te connaissent pas vont venir chez toi aussi parce qu'ils ont trouvé ça bon. Donc ça ne peut qu'aider. Il faut créer un écosystème en interne où justement tous ces chefs, je parle des jeunes de Cardon. Sinon, il n'y en aura plus qui vont ouvrir. Hein. Il n'y en aura plus qui vont prendre l'audace de dire ok, moi je vais foncer, je vais ouvrir, je vais faire des choses. Il faut qu'ils signent avec des marques. Il faut que quand on leur propose quelque chose, qu'ils regardent et qu'ils se disent ok, c'est intéressant, mais non pas refuser quoi. On peut plus. Après, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut juste faire son métier
et avoir ses clients tous les ça se respecte quoi. Mais c'est vrai que ça va devenir de plus en plus difficile hein, parce que la trajectoire aujourd'hui telle qu'elle est menée, il y a de plus en plus de groupes de restauration. Et donc du coup, ces groupes de restauration prennent une part de marché qui est énorme. Enfin, à Paris, je parle, énorme. Donc forcément, ça fait vider nos restaurants, aussi bien le midi, même le soir. Et pourquoi ils vont dans ces endroits-là? Moi, je les ai tous faits et j'ai bien vu. Parce que on nous dit souvent, ouais, c'est cool, c'est festif, pour fêter l'anniversaire, etc., etc. Donc ils vont pas aller dans un gastro. Pas prise de tête. Mais je dis, mais pourquoi? Parce que nous aussi, on est capable de faire des choses cool et sympas, etc. Et dans Shirvan, j'ai fait ce restaurant parce que j'ai voulu comprendre aussi. Et j'ai vu qu'en fait, ce qu'ils voulaient les clients, c'est-à-dire qu'ils veulent que des choses où presque la nourriture c'est important, mais c'est pas le plus important. C'est-à-dire, ce qui va être le plus important pour eux, c'est de passer un bon moment. Mais si la nourriture est bonne, alors là, vous voyez, alors s'il y a la déco, la parfaite bougie, le bon service, etc., etc., c'est bingo quoi. Et donc je défends ça et parce qu'aux États-Unis, vous voyez, par exemple, ce n'est pas un problème. Un chef peut avoir 35 restaurants. Ils ouvrent 20 restaurants. Et en France, je sais pas, on est toujours timide parce qu'on a peur. Mais en fait, de peur de quoi? Culturel. Mais si c'est pas nous qui le faisons, ça va être d'autres qui vont le faire à notre place. Et c'est là où c'est un peu injuste, si vous voulez. Donc, mais j'ai bon espoir que dans les années à venir, et d'ailleurs ça se voit aujourd'hui, moi j'ai 40 ans, mais tous ceux qui sont de la génération là qui ont 30, entre 30 et 40, j'ai l'impression qu'ils arrivent, ils font beaucoup d'associations, ils font beaucoup de partenariats, etc. Et tant mieux. Et tant mieux, vraiment, je suis content parce que voilà. Ou sinon, il y a beaucoup de chefs aussi qui sont des chefs qui justement font des pop-up dans Paris plusieurs fois. Alors pourquoi? Parce que ça a une réalité économique aussi. Parce que du coup, au lieu d'avoir un truc fixe, il se dit moi, je fais pendant 4 mois et terminé, j'ai pas les charges fixes pendant un an. Donc vous voyez, mais c'est pas, ça ne devrait pas être comme ça, la logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, mais ça, comme vous avez dit, la bienveillance, moi je l'ai toujours eu. J'ai toujours voulu aider, mais sans rien attendre au retour. Mais vraiment rien. Et votre plaisir, vous le prenez où aujourd'hui? Faire à manger pour mes enfants, par exemple. C'est vrai? Ouais. Et manger les plats de ma mère. Mes amis, c'est très important. Je suis très bien entouré. J'ai des amis formidables. Vous avez encore votre maman? Oui, j'ai encore ma mère. Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'était son anniversaire avant-hier. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle regarde le parcours que vous avez fait, votre maman? Ouais, elle est super contente. Vous savez, quand ma mère, c'est un peu ma seule confidente. C'est-à-dire que moi, je ne parle jamais de mes problèmes. C'est marrant, je suis quelqu'un de très très... je n'extériorise rien. J'affronte tout à bras le corps. Et quand j'ai un problème, je l'appelle toujours. Et c'est marrant, elle a toujours... Mais ne t'inquiète pas, ça va le faire. Elle donne toujours les bonnes mots. En fait, ça peut paraître bizarre. Elle vous rassure. Elle vous donne pas les solutions. Elle vous donne pas les solutions. Non, pas de solution, mais elle me dit toujours, tu vois... Et en fait, cette sagesse qu'elle a, finalement, ça vous rend fort. Parce que vous dites, ouais, c'est vrai, en fait, finalement, tout passe, quoi. C'est une boucle, parce qu'on part de là, on parle de cette maman, on parle de cette cuisine, on parle de vous qui l'épaulez, et on fait tout ce spectre, ces restaurants, ces étoiles, ces trucs à l'étranger, ces trucs qui fonctionnent, ces trucs qui fonctionnent moins bien, et on finit par se dire que, en fait, on continue à aller chercher l'appui de cette femme. Tout le temps, mais bien sûr, mais on reste toujours, vous savez, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, et puis c'est vrai qu'avec mes équipes aussi, j'essaye de leur faire comprendre que c'est un socle pour moi, c'est-à-dire que ma Dream Team, partout dans le monde, j'ai un respect pour eux et ils ont un respect pour moi énorme, quoi. Et c'est vrai que je leur explique à chaque fois aussi bien mon parcours, mais mon parcours aujourd'hui n'est pas plus exceptionnel que mon plongeur quand il vient tous les matins. C'est pas vrai. Moi, j'ai un parcours des plus normales, sauf que j'ai osé faire des choses et je ferai encore des choses. J'aimerais qu'on me dise, voilà, vous m'avez inspiré, j'ai fait comme vous. Ou j'ai vu ce que vous avez fait, ou j'ai écouté, par exemple, ce que je suis en train de dire là, ça m'a beaucoup aidé dans ma progression professionnelle. Vous voyez, tout ça, c'est hyper important. Plusieurs fois, j'ai failli faire faillite et je suis toujours passé à travers parce que je me bagarre tous les jours.
Mais voilà, et j'ai des, par exemple, ne serait-ce que même des fois avec des fournisseurs, par exemple, je leur parle, je leur dis, des fois c'était très dur et tout, mais j'aime cette confiance, vous voyez, parce que des fois, vous savez, beaucoup de gens ils se méfient de vous, ou ils vont pas être bienveillants, ils parlent de vous en mal ou quoi que ce soit. Je déteste ça. Vous savez, je suis quelqu'un de, je me dis, mais en fait, vous travaillez avec eux pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, où il va arriver un problème, et pendant cette période-là, ils ne vous aident pas, quoi. Ils sont pas d'un effort. Ils vous disent pas, ouais, t'inquiète pas, on va y arriver, tout ça. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que je dis toujours, si on crée un écosystème, justement, c'est de pas laisser l'autre crever en bas. J'ai toujours été pour toutes les personnes qui réussissent, je suis heureux pour eux, et surtout dans notre métier, et comme je vois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la manière dont ça s'accélère, et dans la manière où tout est en train de changer, la clientèle, etc., etc. Donc il faut se remettre tout le temps en question et se dire comment je peux aujourd'hui vivre avec mon temps. Mais à l'époque, ça prenait 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, ça prend 1 an. Ouais, d'un an, ça y est, vous êtes plus à la mode. On vous zappe. Ouais, mais ouais, c'est plus à la mode. Du coup, vous voyez, cette mode sans cesse, il faut. Compliqué. Alors, il faut pas être has-been, mais il faut comprendre. Il faut avoir ce regard un peu plus pointu sur ce que les clients veulent. Ouais, et entreprendre peut-être un peu différemment, avec pas la même temporalité, quoi. Mais moi, c'est ce que je dis très souvent, et justement, il faut avoir ce regard d'entrepreneuriat qui est différent. Et je le dis, et je réitère ce que je dis, la France est remplie de talents, de jeunes talents énormes qui ont plein de concepts entre les mains. C'est juste qu'il faut, en fait, s'ils savent bien se structurer et dire ok, je vais trouver un truc et je vais le faire bien, franchement, ça peut fonctionner, quoi. Ouais, il faut une idée, un peu d'audace et votre 06 pour vous demander des conseils. Voilà, exactement. Ouais. Noble et généreux. Je vous le disais, c'est la signification du prénom Akram. Au vu de ce qu'il a raconté, on peut penser que c'est validé. Je me demandais un peu dans quel état d'esprit j'allais trouver ce chef qui, à un moment donné, avait concentré sur lui beaucoup d'attention et évolué désormais plus discret. Un temps, je me demandais même où il était passé, mais vous l'avez compris, il était bien quelque part en train d'entreprendre, en train de se dire tiens, quelles que soient les titres et les distinctions, et si on s'amusait. C'est plutôt rare de rencontrer un chef qui dit si simplement son goût pour la cuisine évidemment, mais aussi son envie d'entreprendre. Pas forcément dans les codes et thèmes, mais pour répondre aux envies, épouser les goûts de son temps ou le désir des clients. Sa générosité et son envie de voir se développer une scène ainsi décomplexée font de lui une sorte de parrain généreux. Et en effet, pour celles et ceux qui miseraient sur l'agilité, une forme de modèle dont on peut s'inspirer. Merci chef d'avoir pris le temps de me raconter votre histoire. Je suis curieux de savoir où je vous recroiserai la prochaine fois que nous nous verrons. En attendant, son adresse de cœur, elle vous attend dans le 8e arrondissement. Pour la trouver, vous n'avez besoin que de son prénom. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bon courage à celles et ceux qui sont en cuisine en train de travailler. Je sais qu'il y a des mises en place qui se font en écoutant mon podcast. Ça me touche toujours autant. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un talk passionnant. Un nouvel épisode, un nouveau chef. Salut!